Bienvenue sur ce nouveau webinaire. On est le 16 juin, il est 14 heures. On est ravis de vous retrouver. Qui est là? Faites-nous signe dans le chat, comme ça on saura que tout fonctionne, on est bien. Je vois des premiers bonjours. Bonjour Franck, bonjour l'équipe Equa qui est présente aussi. Bonjour Pascal, Émilie. Écoutez, a priori ça fonctionne. Je suis trop ravie de vous retrouver. D'autant plus qu'aujourd'hui on va aborder un de mes sujets chouchous, ceux qui me connaissent bien le savent, le recrutement. Donc pour moi c'est double bonus. Non seulement j'ai la chance d'animer un webinaire aux côtés de deux pointures de ce sujet, mais en plus, c'est ce sujet. Donc là, c'est double bonus pour moi. Écoutez, on est là pour passer 1 heure ensemble pour aborder le sujet du recrutement, mais de manière assez décortiquée, de la candidature jusqu'à l'onboarding, avec un retour d'expérience très concret de la part de Yanis qui se présentera juste après, saupoudré de conseils et de tips de Séverine, qui représente la team Equa. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir. Ce webinaire, il est fait pour vous. Donc voilà, sentez-vous à l'aise. Et moi, je me ferai votre relais auprès de Yanis et Séverine. On se lance. Séverine, est-ce que tu veux bien, voilà, en quelques mots, nous dire qui tu es, ce que tu fais de beau, et puis après, on passera la main à Yanis. Oui, bonjour Anaïs, bonjour Yanis, bonjour à toutes et à tous. Et je suis extrêmement contente de participer à ce webinaire avec Yanis et Anaïs et avec vous, chère audience. Donc, pour ma part, je suis responsable commerciale chez Equa et on accompagne le musée depuis pas mal d'années maintenant. Voilà pour ma part. J'ai fait très simple, comme ça je laisse la parole à Yanis. Merci, Allez, merci. Yanis, c'est parti. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je suis aussi très content de participer à ce webinaire, l'occasion de discuter du recrutement, de notre plateforme de recrutement et de présenter le muséum. Donc, moi, je m'appelle Yanis Lefebvre, je suis chargé de recrutement et de projet RH, et donc je travaille à la direction des ressources humaines du Muséum national d'histoire naturelle. Pour vous présenter rapidement, donc, on a effectivement une actualité aujourd'hui, c'est qu'on fête les 400 ans du muséum, c'est les 4 siècles d'histoire. Donc, tout a commencé en 1626, donc avec la création du Jardin des plantes médicinales, qui est aujourd'hui le Jardin des plantes que l'on connaît. Le muséum est donc un établissement qui a plusieurs missions. Une mission essentielle qui est donc celle de la recherche scientifique dans tout ce qui touche à la biodiversité, de tout ce qui touche au domaine du vivant, c'est-à-dire des domaines qui vont de la paléontologie à l'anthropologie, en passant par la minéralogie. Enfin, c'est très, très varié. On a une mission également d'enseignement, c'est-à-dire qu'il y a des cours qui sont dispensés par le muséum. On a des étudiants en master, on a des étudiants en doctorat. On a une mission de diffusion auprès du public, et donc là, c'est tous les sites qui sont accessibles aux visiteurs, que peut-être vous connaissez déjà. Ça va être les zoos, les jardins, les musées, qui fonctionnent quand même très bien, puisqu'on a à peu près 3,7 millions de visiteurs payants chaque année. En tout cas, c'était le résultat de l'année dernière, en 2025. Voilà, ce qui fait qu'on a donc un rôle d'expertise, de préservation de la biodiversité, et on a donc des collections qui font aussi partie des plus grandes au monde, avec 68 millions de spécimens, beaucoup qui sont des primo-spécimens, ou en tout cas des spécimens uniques. Donc voilà, un établissement qui est très riche, très varié, ce qui fait qu'on a à peu près en tout entre 1800 et 2000 à travailler pour l'institution, et on est répartis sur les 12 sites que comporte le muséum, donc le plus emblématique étant le cœur historique en quelque sorte, c'est-à-dire le grand site du Jardin des Plantes, mais donc on a aussi des sites à Paris, le musée de l'Homme, le parc zoologique de Paris, et d'autres sites en région parisienne et en province. Je sais pas vous, mais moi, ça me met plein d'étoiles dans les yeux quand j'écoute On ne Yanis. pas. Hein. Voilà. Et puis alors en plus, forcément, vous l'aurez compris aujourd'hui, Yanis va nous embarquer dans les coulisses RH du musée, et notamment plus précisément les coulisses recrutement. Ça serait du coup chouette qu'on ait un petit peu de contexte, voilà, un petit brief sur les enjeux recrutement pour le muséum. Et puis comme ça nous permettra de poser ça et de pouvoir avancer et dérouler tout ce retour d'expérience. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a présenté quelques chiffres que vous voyez à l'écran. Aujourd'hui, on est très content de l'attractivité du muséum. Ça se ressent vraiment dans les chiffres. On a pratiquement plus de 13 000 candidatures l'année dernière, en 2025. Waouh! Vu que ça représentait quand même une augmentation de 80% sur les 3 dernières années. Et voilà, et en tout, donc on compte à peu près 300 recrutements par an.
aussi bien des titulaires, puisqu'on est un établissement public, donc des fonctionnaires, que des contractuels, que des personnes qui sont sous contrat de projet, voilà, qui sont très spécifiques à la recherche. Donc, c'est assez varié. On est aussi content de montrer qu'on a 61% de femmes recrutées. Justement, ça permet d'avoir aussi ce type de statistiques. Donc, C'est voilà. beau. Comment C'est beau comme chiffre. Donc voilà, on est assez content justement de l'attractivité du muséum, effectivement, et on va en rediscuter un petit peu plus en détail. C'est aussi grâce à la plateforme de recrutement. Nous, on a eu un grand chantier quand même qui a été de professionnaliser le recrutement avec diverses procédures qu'on va pouvoir détailler aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, vous avez déjà les premiers chiffres en ce qui nous concerne au muséum. Top. Et du coup, Séverine, tu vas pouvoir nous briefer un petit peu sur justement le Oui. positionnement des quoi vis-à-vis du retour d'expérience de Yanis et comment ils ont réussi à professionnaliser et cadrer leur process de recrutement. Tout à fait. En fait, nous, on les accompagne depuis maintenant plusieurs années. On est un vrai partenaire et on a un seul objectif, en fait, avec le musée et envers tous nos clients et tous nos futurs clients. C'est vraiment de construire autour des besoins, des enjeux, notre outil pour qu'il colle à la perfection et que vraiment, ça soit la plateforme qui gère, mais qui pilote et qui attire le candidat pour que finalement toute la partie récurrente de ce travail au quotidien, on les aide, on facilite ce travail pour que vraiment ça soit constructif et qu'ils prennent du plaisir aussi à faire leur métier au quotidien. Et tout ça avec de l'engagement, de l'analyse et bien sûr de tout le suivi et du candidat et de la plateforme. Mais voilà, on va en parler tout à l'heure de tout ce principe. Mais oui, on est vraiment partenaire avec le musée. Très clair. Écoutez, j'espère que cette introduction vous aura plu, vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce qui vous attend aujourd'hui. Vous l'aurez compris, on est là sur un cas très concret, puisque Yanis va nous partager ses coulisses recrutement. Séverine, je te prends un peu au dépourvu, un peu de cours, mais si tu veux bien un peu nous briefer sur pourquoi cette thématique, parce qu'on parle recrutement, je me fais l'avocat du diable et je peux me dire pourquoi on va jusqu'à l'onboarding. L'onboarding, est-ce que ça fait partie du recrutement? Bon, en vrai, tu connais mon positionnement, mais Oui. est-ce que tu veux bien nous briefer sur le pourquoi de tout ce cheminement Oui, bien sûr. Voilà. Alors le cheminement, il est très simple. C'est parce que quand on est dans la structure, comme le musée par exemple, on a différents postes et il l'a très bien expliqué, Yanis. On parle du musée, mais on pense peut-être trop simpliste. Et en fait, il y a beaucoup de postes et donc beaucoup de volume de recrutement. Donc notre réflexion a été vraiment, on peut concilier un gros volume de candidature et une très bonne, forte expérience candidat. Donc, de la candidature jusqu'au onboarding, parce qu'en fait, une fois que vous avez recruté votre candidat, ça ne s'arrête pas là. L'expérience, elle continue avec du pré-onboarding, avec du onboarding. Et le musée, pour vous faire un petit teaser, ont vraiment mis en place quelque chose de très intéressant que Yanis montrera et expliquera en fin d'audience. Ah, on a envie de savoir. Du croustillant, elle nous balance comme ça toujours. Du croustillant, Séverine. C'est parti. Et première étape, j'ai envie de dire, c'est la base. La base du recrutement, l'expression du besoin, l'audit du besoin, le recueil du besoin, peu importe comment on l'appelle. Avec une citation de Lucas, un besoin de recrutement mal défini peut ralentir l'ensemble du processus et dégrader l'expérience candidat. Concrètement, c'est ça, hein, c'est un brief raté, une prise du besoin ratée, ça impacte tout le reste du processus. Du coup, concrètement, c'est quoi l'état des lieux autour de cette étape et du coup, les conséquences pour les parties prenantes? Ouais, c'est ça. Je pense que ce qui ressort vraiment de cette slide, c'est le mot-clé. C'est vraiment anticiper au maximum tous les besoins. C'est aussi le rôle de la DRH. C'est notre rôle en tant que chargé de recrutement. C'est d'être proactif et de ne pas attendre justement le dernier moment pour commencer à mettre en place les choses. On sait que de notre côté, voilà, il y a
il y a toujours beaucoup de mouvements, il y a des départs en retraite, tout ça, ça peut s'anticiper. Il y a des contrats qui vont prendre fin. Il peut y avoir telle personne qui peut avoir exprimé une volonté de changer de mission. Donc voilà, on sait qu'il y a beaucoup de recrutements qui s'anticipent tout simplement. Et donc le but, ça va être d'éviter toutes les mauvaises surprises. On voit ici toutes les problématiques qui peuvent apparaître à l'écran, des priorités qui ne sont pas alignées, des fiches de poste qui vont évoluer en cours de route. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'éviter l'incertitude, d'éviter de naviguer à vue. Ça n'empêche pas de se garder une certaine souplesse, puisque voilà, même si on a des procédures, on peut quand même, voilà, le fait de garder certaines portes ouvertes. Mais voilà, ici, la priorité sera vraiment d'anticiper tous les besoins, de discuter avec tous les acteurs qui peuvent être impliqués, de discuter avec le service, d'avoir une fiche de poste qui soit cohérente, qui soit correcte. Comme on voit ici, on va éviter qu'elle évolue au fur et à mesure. Donc voilà, plus on prendra les devants, c'est notre rôle à la DRH, plus on va éviter les mauvaises surprises et plus on va mettre des fondations, mettre des bases qui sont solides et qui vont permettre d'avoir un recrutement qui soit, qui parte sur de bonnes bases et qui permettent de remplir un petit peu toutes les cases qui sont demandées. Ouais. Ok. Séverine, tu veux compléter? Oui, en fait, toute la partie cadrage en amont, elle est ultra importante parce que ça permet vraiment au final d'avoir un objectif où une fois que les besoins ils sont formalisés avec un process structuré, nous, on intervient en tant que partenaire à ce moment-là et on vient apporter toute la partie justement avec notre expertise et notre solution pour favoriser tout ça. Et effectivement, Yanis a très bien dit, le cadrage en amont permet d'éviter toutes ces problématiques. C'est ultra important de bien faire ces réunions en amont et justement pour coller au maximum à l'expression du besoin et que finalement le recrutement jusqu'au onboarding se passe extrêmement bien. Ok, très clair. Et du coup, ça prend cette forme-là au sein du muséum, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Nous, c'est notre rôle aussi d'accompagner un petit peu tous les acteurs. Ça veut dire que concrètement, on a des échanges réguliers avec tous les services. Comme je disais tout à l'heure, on est à peu près 1800, donc c'est un organigramme qui est quand même assez compliqué à comprendre. En tout cas, il faut un petit peu de temps pour pouvoir maîtriser un petit peu tout l'organigramme et tous les services. Donc voilà, nous, c'est notre rôle. On a des réunions hebdomadaires ou en tout cas mensuelles, justement, avec beaucoup de services pour faire un point RH, un point sur tous les recrutements. Donc voilà, c'est ce qui est aussi apprécié. En tout cas, c'est les remontées qu'on peut en avoir. L'objectif, c'est vraiment d'anticiper les mauvaises surprises et notre rôle à la RH, d'anticiper et d'être proactif sur la question. Ok. Et alors, du coup, j'imagine que là, il y a l'outil qui vient aussi faciliter cette étape. Séverine? Tout à fait. Oui, tout à fait. Après, une centralisation qui est claire, qui est définie. Du coup, on a un recrutement qui est facilité aussi. Et donc, oui, en ayant tout ce process structuré, d'un seul coup d'œil, on sait où on va, on sait ce qu'il nous reste à faire. Et donc, en tant qu'RH, pour en avoir discuté avec Yanis, du coup, c'est fluide. On n'a pas de pression. Bien sûr, on doit chercher le bon candidat. Mais une fois que c'est structuré, la plateforme aide aussi à pouvoir savoir où on va. Et visuellement, ce qu'on voit dans cette slide, c'est ça. On sait en un seul coup d'œil où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on doit faire, et vraiment de faire la suite jusqu'au onboarding. Ok, très bien. Et donc, il y a une deuxième étape qui est assez liée finalement à la première, c'est la clarification des rôles dans le process de recrutement. Et justement, on avait un petit sondage à vous partager pour voir un petit peu comment vous situez dans l'audience. Ce n'est pas une question piège, c'est voilà, histoire de voir un peu vos contextes à vous. Combien de personnes interviennent généralement dans vos recrutements? Est-ce que voilà, vous êtes en petit comité, 1 à 2 personnes? Est-ce que ça monte entre 3 et 5 ou bien au 6 à 10 et je vois qu'il y a un loupé, je viens de voir qu'il y a une troisième réponse qui est aussi 6 à 10. C'était peut-être plus de 10. Bon, ceci dit, c'est peut-être encore rare quand même, plus de 10. Quoique, je ne sais pas, Séverine, tu en vois beaucoup. Si, ça peut. C'est vrai? Il y a parfois des étapes, si, surprenantes, mais nécessaires. Ça doit quand même bien compliquer le process quand on atteint, quand on dépasse les 10 interlocuteurs, j'imagine. On a quand même une tendance forte entre 3 et 5 qui ressort. C'est la grosse majorité dans notre audience, quasiment 70%. Et puis derrière, 1 à 2 personnes qui suit. Mais vraiment, c'est un gros plus de 67% sur 3 à 5 personnes qui semble être la moyenne qui ressort.
Et du coup, c'est ce qui est noté là d'ailleurs. Hein. C'est quand on est dans une organisation multi-acteurs, là, il n'y a pas de mystère. Hein. Forcément, le manque de coordination, il est encore plus visible que quand on est 2 personnes, j'imagine. Il est plus évident. Oui. Du coup, je ne sais pas qui veut prendre la main sur ce sujet. Oui, non, effectivement, moi je vais bien en parler. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir des retours de ce type-là, voir combien de personnes justement peuvent participer. Nous, de notre côté, en tout cas ce qui se passe au muséum, on a mis en place des procédures forcément, et notre volonté c'est aussi d'impliquer au maximum les équipes de terrain en quelque sorte, d'impliquer les managers, d'impliquer tout le service qui va recevoir justement le candidat, en tout cas la nouvelle personne recrutée. Pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est une meilleure façon pour le candidat de se projeter, déjà en termes pratiques, de voir un petit peu les bureaux, voir un espace concret de travail, et ensuite parce que les équipes parlent justement beaucoup mieux des besoins, parlent beaucoup mieux du poste en lui-même. Nous, on accepte tout à fait à la DRH de ne pas maîtriser toutes les missions, hein, forcément. Il y a 1800 personnes qui travaillent au muséum, je n'ai pas la prétention de connaître le travail de chacun, même si forcément j'ai un peu une idée assez globale, mais on préfère vraiment que ce soit les équipes de terrain qui parlent des aspects du poste, de parler de toutes les attentes, et nous, la DRH, justement, on va essayer de donner du rythme là-dessus, et on va intervenir justement pour préciser un petit peu toutes les conditions contractuelles en termes de rémunération, en termes de durée de contrat, et ça a l'air de plutôt bien fonctionner dans ce sens-là. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez cohérent, d'assez fluide pour le candidat. Ça permet d'avoir un deuxième entretien où on va vraiment s'appuyer sur ce qui a déjà été dit. Ça, c'est important aussi. Il y a beaucoup de candidats qui peuvent en avoir un petit peu marre de répéter pendant 3 entretiens de suite à peu près la même chose. Donc nous, ça nous permet de rebondir sur tout ça. Et on voit que quand chacun a un rôle qui est bien défini, on a un discours qui est plus cohérent, un discours unique qui va vraiment dans le même sens. Et ça, je trouve que ça valorise le poste et ça valorise un petit peu tout le service. D'avoir quelque chose de dynamique, de fluide, de cohérent. On voit ici, pareil, tous les problèmes qui peuvent arriver, qui ont été listés un petit peu à l'écran. Donc, nous, c'est notre façon de fonctionner. Pour l'instant, effectivement, ça a l'air de plutôt bien marcher dans ce sens-là. Okay. C'est vrai que parfois, d'avoir plusieurs acteurs, on arrive rapidement à saturer, on ne sait plus vraiment qui fait quoi, à quel moment. Du coup, ça devient compliqué pour les services RH. Finalement, on a cette volonté et cet objectif commun de définir ces étapes en fait, du process qui, au demeurant, peut être très simple, mais il faut qu'il soit clair. Il faut qu'en un seul coup d'œil, chacun sait à un moment donné ce qu'il doit faire, à quel moment, et surtout, toute la partie des actions qui sont attendues en fait pour toute la partie des suites du recrutement. Et en fait, une fois que les bases sont posées, c'est beaucoup plus simple aussi pour la suite. Ça enlève les stress aussi des managers, ça enlève les stress des RH qui attendent une décision qui, du coup, va toquer à la porte du manager parce que ils attendent la réponse, ils ne peuvent pas publier leurs offres, etc. Alors que d'avoir un process et des scénarios établis, ça soulage tout le monde. Ça évite aussi qu'on perde avec des mails un temps phénoménal parce qu'on a oublié de répondre, parce qu'il y a un autre mail qui était prioritaire, etc. Et aussi, il y a le suivi candidat. Et ça, c'est ultra important. Et quand les rôles ils sont clarifiés, chacun y trouve son compte et finalement, c'est du gagnant-gagnant et tout le monde y gagne. Les services RH, les managers et bien évidemment les candidats. Oui, parce qu'en plus, c'est les premiers impactés, les candidats, parce que si le rôle n'est pas bien défini, admettons, qui est en charge de faire les feedbacks aux candidats, faire les retours candidatures, si rien que ça n'est pas clarifié, un candidat derrière, il reste sans réponse. Lui, il repart avec une image très ternie de l'entreprise, juste, entre guillemets, à cause d'un manque de clarification sur qui fait quoi, avec peut-être un RH ou un recruteur qui est convaincu que c'est le manager qui devait le faire, et le manager qui était convaincu que c'était le RH qui allait le faire. Et en plus, ça va même encore plus loin parce que toute cette clarification des rôles, elle concerne même l'onboarding, parce qu'on va en parler après, mais c'est pareil. Si on n'a pas dit en amont qui va gérer l'onboarding, on se retrouve dans des situations où on arrive le jour J, la personne, elle n'est pas attendue, il n'y a rien qui est pris pour son arrivée, parce que moi, je croyais que c'était toi, je croyais que c'était toi. Et là, en plus,
on rajoute des gens dans l'équation. Ça va être le service informatique, le service Oui. logistique. Enfin, il y a plein d'autres services Oui, concernés. le service sécurité quand il y a besoin d'autorisations diverses et variées. Du coup, il y a énormément d'implications en fait. C'est pour ça que ce webinaire, il est important. Et pourquoi donc du coup c'était la problématique, c'est vraiment de la candidature au onboarding et vraiment il y a ce fil rouge, mais tout au long des étapes du recrutement. Ouais, Et c'est on le voit ultra bien, ouais. important. Ouais, C'est très, très clair. Non, effectivement, j'allais juste rajouter, effectivement, moi, ma hantise, en tout cas, c'est d'avoir un discours qui n'est pas cohérent ou alors que moi, je dise quelque chose qui soit une erreur par rapport à ce qui a pu être annoncé ou alors que le candidat me dise « Ah, mais on m'a déjà annoncé ça, si ça. » Alors, ça ne correspond pas forcément à la réalité. Ça, effectivement, d'un point de vue du candidat, c'est à bannir puisque personne n'aimerait se retrouver dans cette situation, effectivement. Non. Ouais. C'est pas bon, pas bon pour l'expérience candidat, pas bon pour la marque employeur non plus. Pour personne. Pour personne. Finalement, en vrai, pour personne. Hein. Personne n'y trouve son compte en clarifiant pas avant, en amont, les rôles de chacun. Effectivement. Ouais. Donc ça, c'est un peu la base de tout. On a vu la partie besoin, clarification des rôles. Maintenant, on arrive à la partie, voilà, le cœur du recrutement, puisqu'on va parler de centralisation et de suivi des candidatures. D'ailleurs, pour ça, on va vous proposer un deuxième sondage que je vais vous partager à l'écran. Pareil, c'est toujours pas une question piège. C'est juste une question pour savoir où vous en êtes, vous qui êtes en train de nous écouter. Aujourd'hui, comment votre organisation gère vos recrutements? Est-ce que vous utilisez un ATS, donc un outil, un logiciel de recrutement, voilà, qui va centraliser toutes les étapes? Est-ce que vous avez peut-être plusieurs outils indépendants qui gèrent chacun une partie du recrutement, peut-être? Peut-être que vous externalisez, c'est un cabinet de recrutement qui gère tout de A à Z pour vous, ou peut-être que vous combinez à la fois des solutions internes et externes, un peu en mode hybride. Voilà, on vous laisse voter. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez préciser, même dans le chat, peut-être qu'il n'y a rien qui rentre dans ces cases-là et que vous avez envie de préciser dans le chat à quoi ressemble votre orga. Voilà, c'est toujours intéressant, je trouve, de voir comment se déploient les solutions internes ou externes, parce que finalement, ça dépend d'énormément de choses, et notamment du contexte. Enfin, un contexte ne ressemblera pas à l'autre. Donc, ce qui fonctionne avec peut-être Yanis, par exemple, ne fonctionnera pas forcément avec quelqu'un qui nous écoute. Mais c'est tout le but aujourd'hui, c'est d'avoir un retour d'expérience précis, mais pourquoi pas picorer des éléments qui peuvent vous intéresser, vous inspirer aussi. Alors, il y a quand même 41% de personnes qui ont un ATS. Donc, c'est la tendance majoritaire. Je suis surprise. Mais c'est vrai qu'on n'a pas précisé, peut-être qu'on aurait pu mettre l'option Excel, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont sur Excel, on ne l'a pas mis. Mais ça va peut-être dans les outils. Je suis sûre qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a peut être toujours. Une combinaison, ça peut être un ATS avec Excel. Ça se fait aussi. C'est bien possible. Et ensuite, on a quand même pas loin de 30% qui sont en mode hybride avec des solutions internes et externes. Et juste derrière, plusieurs outils indépendants, connectés ou pas connectés. Du coup, on ne sait pas forcément. Donc, vous pouvez mettre dans le chat si vous voulez rajouter, préciser des éléments. Et seulement 6% qui font appel à un cabinet de recrutement à 100%. Voilà, c'est intéressant de voir un peu les tendances différentes d'un contexte à l'autre. Donc, du coup, c'est quoi la problématique qui se cache derrière un manque ou une non-centralisation des infos ou une perte d'informations, une incapacité à suivre finalement, quelle problématique se cache derrière et c'est quoi les conséquences du coup pour l'entreprise et pas que? Ouais, c'est ça. Nous, en tout cas, en ce qui concerne le muséum, on l'a dit tout à l'heure, on a un gros volume de candidatures, presque 13 000, et on voyait que ça a augmenté chaque année. C'est énorme. C'est énorme, effectivement, et l'enjeu pour nous, c'est justement au moins de les centraliser dans un premier temps, qu'on puisse toutes les avoir au même endroit. C'est vrai que c'est important. On avait une solution avant qui ne pouvait pas suivre avec l'évolution des candidatures, et donc ici, on est content d'avoir cet outil qui permet justement de tout traiter rapidement, d'avoir toutes les informations nécessaires. Les risques, effectivement, c'est de perdre des candidats, d'avoir des documents qui seront éparpillés, d'avoir des candidats qui attendent une réponse, qui n'en ont jamais. C'est des risques qui sont assez nombreux. Et en sachant qu'il y a aussi toute la réglementation qui est relative au RGPD, qui est très importante, et nous, on s'attache de la respecter, et qui impose aussi
de centraliser les candidatures, de pouvoir soit supprimer des comptes quand les candidats le demandent, soit de fournir des informations, soit de centraliser les documents administratifs, ça on y reviendra peut-être un peu tout à l'heure, mais des documents qui peuvent être confidentiels, qu'on demande aux candidats pour pouvoir établir le contrat. Donc, les risques sont assez nombreux. Effectivement, c'est appréciable, en tout cas de notre côté, de pouvoir absorber tout ce volume de candidatures, de pouvoir les traiter rapidement, de pouvoir avoir tous les CV de manière assez fluide. Ça, on détaillera aussi un petit peu tout à l'heure, mais je pense que les risques peuvent être assez importants, en tout cas. Ouais, et c'est vrai que je rejoins Yanis et bien sûr toi Anaïs, mais la centralisation et suivre efficacement une candidature, on en revient toujours pareil au final. On en revient au fait d'avoir une expérience candidat forte, qui soit recruté ou non d'ailleurs, parce que on peut très bien ne pas recruter un candidat, mais que l'expérience candidat soit très bonne, parce que il y a une centralisation, parce que en un seul coup d'œil, le service RH peut traiter le flot de candidatures. Du coup, traiter en masse, ça veut dire une réponse rapide aux candidats. Ça veut dire aussi, forcément, en un seul coup d'œil, on sait où sont nos candidats. Est-ce qu'ils sont en entretien manager? Du coup, ça évite aussi forcément les communications en doublon. Parce qu'on explique au candidat certaines choses, mais il est déjà en entretien manager. Ça historise aussi tous les échanges, c'est super important. Toute la partie RGPD, effectivement, dont Yanis a parlé, est de plus en plus présente, mais aussi c'est une volonté du candidat, donc on en revient toujours à l'expérience candidat. Et effectivement, en un seul coup d'œil, d'avoir comme ça visuellement pour les services RH la notion j'en suis où sur tel poste, j'en suis là, hop, et finalement, je sais où positionner mes candidats, je sais mon suivi, où il en est, je sais que je lui ai répondu, je sais qu'il l'a reçu, je sais que le candidat m'a répondu. Tout ça favorise un gain de temps pour les services RH, pour un recrutement optimal, mais aussi une expérience candidat, qu'il soit recruté ou non. Et on en revient toujours à ce qui va arriver par la suite, c'est toute la partie communication avec le candidat et le onboarding. Mais en vrai, c'est vraiment tout un fil rouge, ce côté recrutement. C'est pas uniquement moi j'ai ça et je fais ça, mais en fait, c'est un suivi. Et le suivi ne peut se faire que si on a un outil, effectivement, qui colle encore une fois à ses enjeux et à ses besoins, mais c'est important de pouvoir vraiment centraliser toute cette partie-là, et pour le suivi candidature, c'est très efficace. Est-ce que ça fait sens de s'outiller, parce que là, on parle d'un contexte où on est à 13 000 candidatures par an. Est-ce que c'est selon une question de volume, ou j'imagine qu'il y a d'autres paramètres à prendre en considération pour se dire, là, il faut que je m'outille pour tout centraliser et tout mieux suivre. Ce serait quoi les autres paramètres à prendre en considération, les autres facteurs? C'est ça, tout à fait. C'est vrai que nous, de notre côté, on a toujours besoin d'aller vite. À partir du moment où il y a une demande, on a envie d'y répondre, en tout cas assez rapidement. On a un besoin de traçabilité aussi, effectivement, puisqu'on doit savoir où est-ce qu'on en est concrètement avec ce recrutement. Est-ce que telle personne est intervenue, quand, comment. Et ça, l'outil, il permet de le faire, justement. C'est-à-dire que tout est tracé, on sait quand est-ce que le candidat a pu postuler, quand est-ce qu'on lui a apporté une réponse, quand est-ce qu'on l'a convoqué à un entretien. Ça nous sert effectivement, ça nous permet de redynamiser le recrutement s'il y a besoin, c'est-à-dire que parfois on peut voir que ça peut prendre du temps. Dans ce cas-là, on n'hésite pas aussi à intervenir, en tout cas à apporter une aide ou apporter un soutien. Et ça permet vraiment d'aller plus vite, de savoir où on en est, et ça, c'est appréciable, et concrètement, c'est appréciable pour nous, et c'est appréciable aussi pour le candidat, parce que ça lui permet d'avoir des réponses aussi un peu plus rapidement, quoi. Et ça, c'est valable finalement, quel que soit le contexte, peu importe le volume finalement de recrutement. Oui, tout à fait. Oui, c'est valable sur j'allais dire presque un petit recrutement, et encore que chaque recrutement est au cas par cas, et il n'y a pas forcément de petits recrutements, il y a juste, on doit trouver des bons talents, et voilà, on se donne les moyens d'eux. Mais effectivement, d'être outillé avec un outil qui nous correspond, c'est important pour un gain de temps, pour une traçabilité, pour une conformité RGPD, pour un retour candidat, pour une expérience candidat. C'est
une marque employeur aussi, parce que ça met en avant comment vous êtes quand vous allez intégrer cette structure. Donc, si la marque employeur est mise en avant par tous ces aspects-là, d'être outillé, ça met aussi en avant ça. Ça veut dire que vraiment, il y a un suivi, qu'ils seront écoutés aussi pendant leur prise de poste. Et donc, ça met en lumière tout ça aussi, d'être outillé. Alors justement, ce que voit, si on se met dans le perception côté candidat, un de mes sujets préférés encore, la communication. Côté candidat, on le voit, c'est une évidence. Enfin, il y a tellement de stats qui le disent, et là, on en a encore une qui nous dit, Hello Work, 63% des candidats se disent frustrés par leur expérience de recrutement. Enfin, on en voit plein des stats comme ça qui nous disent, et puis sans compter le fait que derrière une mauvaise expérience candidat, elle se sait, elle se diffuse, les candidats se chargent de votre réputation employeur, donc on le voit, c'est une évidence. Du coup, concrètement, on s'en doute bien, mais peut-être un petit rappel de la problématique et des conséquences derrière autour de la communication auprès des candidats. Ouais, non, tout à fait. Bon, en tout cas, moi, ce qui me concerne, je considère ça comme un vrai travail de fond, un travail de longue haleine, où, effectivement, comme on disait, c'est un travail qui peut aussi être un peu ingrat parce que il suffit qu'il y ait une mauvaise expérience d'un candidat parmi tous les recrutements qu'il peut y avoir. Et effectivement, ça peut casser un petit peu tout le travail réalisé. Donc, voilà, c'est un travail minutieux et en même temps qui s'inscrit sur la durée. Et nous, on vise, voilà, c'est une question de marque employeur. Effectivement, on vise à soigner la communication avec tous les candidats. On a toujours tendance à avoir pour objectif d'abord sélectionner la personne qui va être recrutée. Donc, on a quand même un poste à pourvoir. Mais nous, notre rôle, c'est aussi d'inciter à ne pas oublier tous ceux qui ont candidaté. On essaie de faire en sorte que tout le monde ait une réponse, même si ça ne va pas toujours assez rapidement. Mais bon, on essaye au moins de faire en sorte que chaque candidat ait quand même une réponse. Et voilà, et puis on essaye de ne pas oublier le fait que déjà on part du principe que sur les 13 000 candidatures, il va forcément malheureusement y avoir quelques déçus, mais un candidat qui postule à tel moment peut être aussi un candidat qui va être retenu un petit peu plus tard. Nous, on voit régulièrement des personnes qui vont candidater à plusieurs postes, et donc voilà, tout le travail qu'on peut réaliser avec ces candidats-là, c'est un travail dont on va percevoir les bénéfices un petit peu plus tard. Et puis voilà, ça participe globalement à l'image de l'entreprise, à l'image de l'établissement, d'avoir aussi bien tout le front, c'est-à-dire tout l'espace de candidature pour les candidats, que nous, le back-office, tout ce qu'on va pouvoir faire pour le traitement des candidatures. Oui, parce que forcément, là, mon cerveau, il vient de faire ding, ding, ding. 13 000 candidatures par an. Yanis, vous venez de dire il faut répondre, il faut faire des retours aux candidats. Moi, je pense 13 000, répondre à tout le monde. Il y a un petit décalage entre ces deux éléments. Moi, évidemment, je suis partisane du retour. Alors, je pense qu'il faut distinguer l'étape candidature et l'étape entretien. Pour moi, c'est deux étapes différentes où il y en a une des deux qui mérite un retour personnalisé, donc c'est post-entretien, évidemment. Mais à l'étape candidature, j'imagine que quand on reçoit 13 000 candidatures par an, on doit forcément un peu faire appel à d'automatisation, on doit forcément se reposer sur un outil. Donc, si je comprends bien, c'est votre cas, c'est la manière dont vous les traitez aujourd'hui, les candidatures. Ces fameuses 13 000 candidatures. C'est ça, tout à fait. Bon, on aimerait bien, mais on n'est pas en mesure d'apporter un message personnalisé, effectivement. Ça se comprend. Mais en revanche, effectivement, on a pris le temps. C'est l'avantage aussi des quads, de la plateforme de recrutement. On peut paramétrer tous les mails qui peuvent être envoyés aux candidats. Là, on a toute la marge de manœuvre qu'on veut dessus. Donc, on a pris le temps de travailler justement différents types de messages qui ne sont pas automatiques, puisque nous, on est en mesure de les générer en fonction des candidatures, mais en tout cas, qui nous font gagner du temps, effectivement. Et moi, c'est l'objectif que je me suis fixé, c'est d'essayer d'apporter une réponse à tous les candidats. Donc, voilà, je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois. Effectivement, la barre est quand même assez haute, mais le fait d'avoir cet outil, ça permet d'avoir des messages qui sont personnalisés, ça permet de les envoyer à un grand nombre de personnes directement, et donc voilà, on essaie aussi de soigner la communication dans ce sens-là, tout à fait. Donc, c'est automatisé, mais il y a une marge de personnalisation possible sur les modèles de mail. Ok. Séverine, tu voulais compléter ? Oui, moi aussi, c'est un sujet que j'aime et tu le sais, la communication candidat. Effectivement, merci Yanis, mais
effectivement, dans ce qu'il explique, l'importance d'apporter des réponses claires et régulières en fait aux candidats, parce que je vais rebondir sur ce que Yanis vous disiez. Un candidat qui est refusé peut être un candidat de demain sur un autre poste, sur le même poste, mais à une date ultérieure. Et si on ne soigne pas sa communication, le candidat sera frustré. Et du coup, l'expérience candidat, on ne l'a plus. Et effectivement, Anaïs, il se charge de faire effectivement je ne sais plus comment tu as dit tout à l'heure, mais il se charge Le de faire la relais, notoriété. la Ouais, voilà. réputation, voilà, c'est ça. La réputation, et donc effectivement un traitement massif de réponses, même si elles sont négatives, ça permet d'aller vite pour une réponse. Oui, elle peut être personnalisable grâce à la plateforme sur des modèles de template. Effectivement, c'est quelque chose qu'on prend à cœur quand on accompagne en tant que partenaire une structure. On prend le temps en amont de le faire avec notre client, parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça va leur faire gagner du temps. Et donc, tous ces paramètres-là sont automatisés à un moment donné. Donc, vous gagnez forcément du temps sur les réponses négatives à votre candidat. Donc, vous gagnez en expérience candidat. Mais demain, il est dans votre plateforme, puisque tout est centralisé, on l'a déjà dit, avec tous les échanges. Donc, vous savez la communication que vous avez eue avec votre candidat. Ce qui fait que demain, vous pouvez même aller le chercher dans la plateforme et lui proposer un poste. Donc, si l'expérience candidat, la communication a été forte, mais bien sûr qu'il va répondre, parce qu'en plus, vous allez venir le chercher. Donc, c'est tout ce bénéfice qui est double. En fait, c'est un gain de temps pour les recruteurs et une meilleure expérience candidat, parce que tout au long, ils sont informés. Et en fait, ce qu'ils recherchent et pourquoi ils sont frustrés, c'est parce qu'ils ont parfois ce sentiment de ne pas être informés, négativement ou positivement. Positivement, ils le sont toujours, mais négativement, ils se sentent vraiment frustrés parce qu'ils ont l'impression que tout au long de leur parcours, on va leur répondre. Mais même s'ils ont passé quelques étapes, la dernière étape, on met du temps à leur répondre. Et là, c'est la frustration. Et nous, on accompagne et on est partenaire pour que justement cette communication soit ultra soignée. Est-ce qu'on peut se dire, alors la question va être un peu provoque, c'est volontaire, mais je vous invite dans l'audience à réagir, ce que je vais dire, mais je suis prête à recevoir les coups de fouet. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, en 2026, avec tous les outils qu'on a à portée de main, notamment l'IA d'ailleurs aussi, parce que c'est un outil parmi tant d'autres, est-ce qu'on peut se dire qu'il n'y a franchement plus d'excuses de ne pas répondre à une candidature, au moins un message préparamétré, automatique, à minima? Est-ce qu'on peut se dire qu'il n'y a plus vraiment d'excuses? Non, enfin, je sais pas. Et pourtant, on a encore des... Ben oui, mais je me dis, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, quand même, à minima, un message automatique, même si ce n'est pas forcément ce qu'on préfère recevoir quand on est candidat, mais au moins d'être tenu au courant, de se dire, bon, ok, je n'ai pas été pris, je le sais, c'est bon. Mais je trouve que le silence est encore pire. Moi, je l'ai encore expérimenté il n'y a pas longtemps. Ma fille a cherché un job étudiant depuis ce début d'année, qu'elle n'a jamais trouvé d'ailleurs, c'est sa parenthèse. Et quand je vois le nombre de candidatures qu'elle a pu faire, et je l'y ai aidée, parce que bon, j'ai un peu les mains dans le recrutement, je connais. Quand je vois le nombre de candidatures qui n'ont même pas reçu un message automatique pour dire qu'elle n'est pas prise, je me dis, mais comment c'est possible qu'au moins elle ne reçoive pas ça? Mais après, c'est pas tout noir ou blanc, il y a de la nuance entre les deux, mais je me dis quand même, aujourd'hui, on a des outils pour le faire. Non, tout à fait. C'est vrai que moi, honnêtement, je suis assez d'accord. C'est légitime de la part des candidats d'attendre une réponse. Effectivement, c'est toujours un travail de longue haleine aussi pour les candidats. Chercher un travail, effectivement, c'est pas toujours chose aisée. Donc, effectivement, c'est des personnes qui vont prendre du temps de se renseigner sur l'établissement, de consulter toutes les annonces. Donc, moi, c'est pour ça que je milite aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que au moins apporter une réponse, qu'elle soit positive ou négative, c'est déjà quelque chose et ça permet de se différencier aussi des autres qui ne vont pas répondre, puisque vous venez de le dire, il y en a quand même beaucoup. Donc voilà, effectivement, ça implique tellement justement émotionnellement, professionnellement de candidater que qu'on se souvient, et voilà, le fait d'avoir une réponse, on s'en souvient aussi. Et donc ça, à mon avis, c'est pareil, c'est bénéfique pour tout le monde. Tout à fait. En plus, je me dis avec non, je voulais juste dire, et je me dis avec en plus un Yanis qui arrive à répondre à 13 000 candidatures par an, là, ça m'a renforcé dans ma croyance. Je me dis, non, mais il n'y a vraiment plus d'excuses quand même. Oui. C'est vrai que
vais pas avoir la prétention de dire qu'il y arrive. En tout cas, c'est mon objectif. Mais bon, c'est pareil, je le fais pas à la main, je le fais pas par courrier papier. Donc, ça me facilite les choses quand même grandement d'avoir un outil qui me permette de répondre massivement comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous rejoins dans le sens où il n'y a pas trop d'excuses. C'est quand même tout le monde a les mêmes conscience, je pense, dans cette Non, audience-là. mais après, je titille un peu, hein, c'est volontaire, c'est pour provoquer un petit peu l'audience, voir comment elle réagit. Et je vois qu'il y a une réaction, donc je me dis, ah, ça fonctionne. Ah, Il y a Franck qui dit c'est vrai, mais il faut une impulsion aussi des directions. Si le boss n'est oui, pas c'est ce que impliqué j'allais sur ces dire. sujets, mais ouais, je me doute que c'est ce que tu allais dire. Si le boss n'est pas impliqué sur ces sujets, ou si trop d'interlocuteurs sur la mise en place de ce type de sujet, cela risque d'être compliqué de déployer une procédure opérationnelle. Et du coup, là, je te tends la main, Séverine. Oh, Vas-y, prends un merci, relais. quel rebond. Et oui, je suis totalement d'accord avec Franck, c'est ça, qui a expliqué C'est Franck. en détail. Ouais. Et c'est ce que je voulais dire. En fait, c'est d'où l'importance de clarifier les rôles, parce que On effectivement, y revient. s'il n'y a pas d'implication, si chacun fait, j'allais dire presque son travail de son côté, justement, oui, on a cette communication manquante, mais aussi en interne, c'est-à-dire que effectivement, ah mais je pensais que tu avais répondu au candidat, ça fait une semaine qu'il attend, pourquoi? Et du coup, on en revient effectivement à clarifier, à centraliser et ce système de effectivement qui fait quoi à quel moment, avec un outil forcément ça facilite. Yanis le disait extrêmement bien, quand en plus on a un volume comme il a, si c'est clarifié, structuré, centralisé, qu'il y a un outil qui permet de répondre en masse sur ce volume dont il parlait, eh ben oui, là, je dirais presque, je vous rejoins tous les deux, il n'y a plus d'excuses. Mais il faut aussi que l'implication vienne en interne et il faut aider. Et nous, on accompagne toutes nos structures vraiment à inciter les managers, à inciter la direction pour qu'ils s'impliquent. Comme ça, ils ne sont pas que spectateurs, mais ils jouent un rôle d'acteur dans un recrutement. Et du coup, tout le monde est valorisé. Chaque bout du staff, en fait, de la structure est valorisé. Et quoi de mieux qu'à la fin d'avoir le bon talent et d'être satisfait et de pouvoir lancer son onboarding tranquillement et sereinement. Ouais, oui, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Évidemment, c'est ce que je disais. Ma question était dans la provoque, c'était volontaire, mais évidemment que réduire à ça serait vraiment mettre toute la responsabilité sur les épaules du RH ou du recruteur. Or, on sait très bien qu'un recruteur ne recrute pas. Cette phrase, je trouve qu'elle veut tout dire, parce qu'un recruteur, en Oui. vrai, il ne recrute pas. Ce n'est pas lui qui décide de recruter ou pas. Et donc, ça sous-entend qu'il n'est pas seul dans le process. Et que c'est trop facile de dire « Bouh, les méchants recruteurs qui répondent pas aux candidats ». Non, c'est pas aussi simple, en fait. Mais ça voilà, j'avais envie de réveiller un peu l'audience et voilà, qu'elle nous partage aussi ses impressions. Et à Franck qui a ajouté une question qui dit « Séverine, est-ce que vous avez un cœur de cible à l'utilisation de votre outil en termes de taille et d'effectifs ?» Alors, je ne sais pas si tu veux répondre ou si quelqu'un, Lise veut répondre, tu peux peut-être brièvement répondre. Est-ce qu'il y a un cœur de cible avec les trois ? Brièvement, comme ça, on enchaîne sur le reste. Brièvement, Franck, en fait, on est vraiment une plateforme, comme je l'ai expliqué en amont, qui s'adapte à vos enjeux et vos besoins. Donc, en fait, vous pouvez être une petite structure, une moyenne, du public, du privé, une collectivité, un centre hospitalier, une PME, que sais-je. En fait, on s'adapte parce qu'on discute avec vous, on échange, on comprend votre besoin et on construit ensemble tout ça lors de différents échanges. Donc, il n'y a pas vraiment de cœur de cible, il n'y a pas vraiment de taille moyenne ou de taille qu'on ne veut pas suivre. En fait, en vrai, on peut accueillir tout le monde. Voilà. Ah ben voilà qui est dit, ils accueillent tout le monde, c'est beau. On y vient, on arrive à ce fameux point 5 et l'intégration, c'est ce qu'on disait en intro, hein, que c'est un parti pris pour nous, selon nous, l'intégration, l'onboarding, je sais que c'est ce que vous défendez aussi chez Equa, ça fait partie intégrante du process de recrutement. Un salarié sur 3 qui envisage de quitter son poste après une mauvaise intégration, donc selon Cadre Emploi.
Là, je vous laisse la main et je pense que Yanis il va nous faire une démonstration d'un onboarding aux petits oignons. Exactement. Oui, alors, comme on le dit depuis le début, en fait, de ce webinaire, pour nous, le candidat, en fait, son intégration commence bien avant son arrivée et donc on a à cœur, de vous aider en tant que partenaire, de créer ce lien de, avant mon arrivée, je me sens déjà, j'ai un sentiment d'appartenance, parce que j'ai une communication, parce que je peux déposer mes documents, parce que je fais toute la partie dossier administratif. Et nous, on vous accompagne aussi jusqu'au bout avec ce pré-onboarding parce que c'est important. C'est pas que du recrutement, c'est pas que un candidat, ça y est, il est topé recruté, hop, on l'a glissé dans la case, je l'ai recruté. Il faut avoir ce pré-onboarding pour que justement le onboarding, comme Yanis va nous faire son explication avec ce qu'ils ont mis en place et oh mon Dieu que j'aurais aimé avoir tout ce onboarding au musée. Vraiment, c'est important parce que c'est vraiment le passage obligé pour qu'ils se sentent vraiment considérés. Mais du moment où on lui a dit oui, c'est bon, on vous appelle, vous avez le poste. Ça commence aussi à partir de ce moment-là, en fait. Ça ne s'arrête pas. C'est ça, tout à fait. Bah, c'est vrai que c'est tout l'enjeu du onboarding, c'est-à-dire que toutes les équipes ont déjà beaucoup travaillé pour finaliser le recrutement, enfin, pour avoir une personne recrutée. Déjà, c'est un gros travail, on a pu le voir tout au long de ce webinaire. Mais ça ne s'arrête pas là, effectivement, parce qu'il va y avoir beaucoup d'attentes du point de vue du candidat, enfin, en tout cas de la nouvelle personne recrutée. Et il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas de mettre en place. Donc voilà, nous, ça fait aussi partie du chantier qu'on a mené ces dernières années pour soigner l'accueil de chaque personne recrutée. Sur la plateforme, nous déjà, ça permet à chaque document de déposer ses documents administratifs sur la plateforme. Ça, on en a discuté un petit peu tout à l'heure, mais ça permet concrètement à tout notre service de gestion de récupérer ces documents et de faire le contrat facilement et rapidement, ce qui permet d'éviter aux candidats d'attendre trop longtemps avant d'avoir son contrat une fois que la situation, que tout a été validé. Donc ça, c'est appréciable aussi de notre côté. Après, on a mis en place effectivement plusieurs choses. On a un livret d'accueil qui est envoyé à tous les nouveaux arrivants, enfin toutes les personnes qui sont recrutées. Et on a centralisé tous les éléments en ce qui concerne toutes les informations nécessaires pour arriver. Aussi bien des aspects très concrets sur la restauration, sur les horaires, sur le temps de travail, mais aussi beaucoup d'éléments sur l'histoire du muséum, puisque il y a beaucoup de choses à dire, justement, et c'est un établissement qui est très riche, et justement, il faut quand même pas mal de documentation pour pouvoir tout comprendre et tout saisir. Donc, on a ça, effectivement. On a aussi une matinée d'accueil qui permet à tous les nouveaux arrivants de se retrouver, de se rencontrer et d'avoir un petit moment de convivialité aussi avec tout le monde et d'avoir une présentation du muséum. Et puis, on a mis en place des procédures, c'est-à-dire que concrètement, il y a une checklist à suivre pour garantir un onboarding efficace, où là, tous les managers, tous les services vont pouvoir retrouver toutes les démarches à faire. C'est très concret, c'est les badges d'accès, c'est le matériel informatique, c'est le téléphone. Voilà, des éléments très concrets, mais qui peuvent aussi frustrer le candidat s'il arrive et qu'il n'y a rien qui est fait, qu'il n'y a rien qui est prévu. Donc effectivement... Donc les managers sont, je ne sais pas si le mot est correct, mais autonomisés. En tout cas, ils sont rendus autonomes sur l'étape onboarding grâce à la checklist qui est mise à disposition par l'équipe RH. C'est ça. Parce que nous, on fait une bonne partie plus administrative, tout ce qui touche au contrat et la gestion quotidienne. Mais les aspects pratiques, effectivement, nous, de notre côté, c'est les services qui s'en organisent. Ce n'est pas forcément la manager directement, mais il y a toujours des référents administratifs au sein de chaque service. Et effectivement, voilà, c'est eux qui prennent en charge tout ce qui concerne les badges d'accès, les inscriptions à la cantine aussi, parce que voilà, c'est toujours appréciable de tout avoir le premier jour. Et en tout cas, on y travaille au quotidien. Ouais. Et juste une petite question, Yanis, il y a Franck qui demande, peut-être pour resituer un peu l'organisation du service RH chez vous. Dans votre service RH, vous êtes combien à gérer le recrutement ? Alors nous, on a un pôle recrutement qui est composé de 3 personnes. Et après, donc on n'est pas les seuls intervenants, c'est-à-dire qu'on a un service de gestion qui est plus de la gestion RH avec des gestionnaires carrière, des gestionnaires paye, qui sont aussi indirectement associés au recrutement, qui sont à peu près, il me semble que c'est une bonne dizaine,
pour une douzaine de personnes. Donc ça, c'est nous au pôle recrutement, plus les gestionnaires. Et après, il y a le référent de chaque service. Donc ce sera la personne de terrain en quelque sorte. Ça, c'est 1 ou 2 personnes en plus. Ouais. Ok, top. Et alors, et Florine avait des questions plus précises sur et quoi, mais je vais laisser Lise dans le chat lui apporter des éclairages. Et Franck qui dit c'est super important. J'étais dans des entreprises où 1 mois après l'onboarding, le salarié n'avait toujours pas son PC et encore moins le login et le mot de passe. Bah oui, ça me parle, moi aussi. J'ai connu ces ambiances. J'ai connu. Je crois qu'on l'a tous vécu au moins une fois. Ouais, et d'ailleurs, c'est vrai ce que disait Yanis, pardon Anaïs, je vais rebondir, mais c'est un truc bête, hein, mais ne pas avoir son badge pour aller manger quand il y a une cantine, le premier jour, c'est horrible. Du coup, là, la frustration commence juste par la fin. Et c'est horrible. Vraiment, il faut se l'entendre dire. C'est vraiment quelque chose. On ne se rend pas compte, c'est tout bête, mais si vous avez faim, franchement, vous ne le vivez pas très bien, en fait. Du coup, vous dites, ah ouais, je ne peux même pas aller manger, quoi. Non, c'est sûr, effectivement. Puis on a envie d'être intégré au sein de l'équipe, de connaître un petit peu ses collègues. Et le moment, enfin la pause du midi, c'est aussi un élément à privilégier. C'est un moment aussi important dans ce sens-là. Donc tout à fait, effectivement, nous, c'est aussi notre travail. C'est pareil, je vais pas dire que tout est parfait. Mais effectivement, ma hantise, ce serait qu'il y ait quelqu'un qui m'appelle, qui me dise, je commence lundi, qu'est-ce que je fais, à quelle heure je viens, enfin voilà, ça ce serait effectivement ma hantise. C'est déjà arrivé dans le passé, hein, c'est pareil, je vais pas vous mentir, donc c'est aussi pour ça qu'on y travaille. Et le fait d'avoir eu des erreurs, ça nous permet de rebondir dessus, ça nous permet d'améliorer la procédure. Et voilà, donc il y a certaines choses qu'on veut absolument éviter. Tout est lié, hein, effectivement, il suffit d'une mauvaise expérience pour que tout s'effondre, enfin tout ce travail de longue durée. Donc voilà, nous on prend ça comme des opportunités. Dès qu'on voit une erreur, on en profite pour analyser ce qui s'est passé et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et en même temps, ça nous permet de nourrir notre matière, d'avoir des nouvelles règles, des nouvelles procédures, toute une documentation, parce qu'on ne fait pas ça tout seul. On a un service de communication qui est là aussi pour faire des checklists agréables à regarder. Enfin voilà, sympa, toute une documentation qui est assez fournie, donc c'est appréciable. Donc voilà, ça reste une matière vivante. Il y a quand même beaucoup de matière. Il y a beaucoup de place à toutes les nouvelles idées qu'on puisse apporter. Donc c'est ça qui est appréciable aussi, à mon sens. Ouais. Et il y a un intranet, c'est ça, qui a été développé aussi, je vois, sur cette slide. Tout à fait. Là, c'est un intranet interne directement où c'est pareil, on aura toutes les informations à retrouver, toutes les informations pratiques, RH, tout ce qu'on a pu préciser effectivement, des outils de communication, des kits. Enfin, c'est assez fourni. Ouais, c'est fourni, hein. Et c'est très beau en plus. Oui, ça donne envie d'aller postuler. Hein. Ça donne envie d'aller postuler. Et puis, c'est vrai que moi aussi, je rebondirai volontiers sur tout ce que vous avez dit, mais je crois que c'est ce sentiment de ne pas être attendu qui est vraiment gênant, je trouve. Surtout quand si on imagine que l'expérience candidat s'est super bien déroulée, qu'on a eu une superbe impression vis-à-vis de l'entreprise, avec la personne qui nous accompagnait tout le long, notre futur manager, etc. Et j'imagine le jour J, il y a un effet soufflé, en fait. C'est encore plus déceptif quand tout le reste s'est très bien déroulé et d'un coup, piouf, et je trouve que c'est encore pire. Et quel dommage, c'est un peu du gâchis d'avoir mis tant d'efforts dans l'expérience candidat au détriment de ce pont qu'il y a entre l'expérience candidat et l'expérience collaborateur qui est l'onboarding finalement. Je trouve ça trop dommage de négliger cette étape. Et Émilie qui dit j'ai pu observer parfois un décalage entre l'accueil soigné des RH auprès des candidats et l'accueil des équipes par manque de préparation et d'anticipation. Et là, ça révèle le manque de communication en interne. On en revient. Hein. Avec la clarification des rôles et la coordination en interne de toutes les équipes et effectivement de sa propre équipe où le candidat va arriver. Et oui, je rejoins Émilie, je l'ai déjà vécu dans d'autres sociétés et là on se dit ah ouais, je suis pas du tout attendue. Ouais, c'est ce qu'on veut éviter. Yanis, vous voulez nous partager à nouveau quelques mots sur les 400 ans du muséum ? Oui, non, c'est ça. Avant d'arriver à la conclusion.
Effectivement, bah, ça, comme je l'ai dit en introduction, on est content de fêter ces 400 ans. Il y a plusieurs événements justement qui sont prévus tout au long de l'année. Il y en aura cet été sur le site du Jardin des Plantes, mais tous les sites sont un petit peu associés. Donc voilà, c'est l'intérêt du muséum. Moi, en tout cas, c'est ce que j'apprécie, c'est de travailler dans un établissement qui est vivant, qui est chargé d'histoire et où justement il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, c'est ce qui est appréciable en tout cas de mon côté. Donc n'hésitez pas. Il y a beaucoup de sites justement à visiter si ça vous intéresse. Il y a des sites gratuits, il y a des sites payants. Voilà, c'est une matière qui est très riche et effectivement, il y a toujours beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à apprendre. En tout cas, c'est l'état d'esprit du muséum. Justement, la devise qui a été apportée par le président il y a quelques années, c'est émerveiller pour instruire. Donc effectivement, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve sur les différents sites du muséum. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Il y aura toujours des choses à apprendre. Moi, en tout cas, j'en apprends tous les jours. Oh, c'est génial. Ça donne envie, hein? Ouais, c'est le poste en RH dont on rêve. Enfin, je trouve que ça doit être vraiment un environnement très particulier et tellement enrichissant. Et ouais, pour vous qui êtes en train de nous écouter, ça peut être un bel été si vous voulez profiter. Voilà, je trouve ça génial d'avoir cet accès comme ça à la culture, à la science. Donc, ça donne envie en tout cas de se préparer des petites sorties en famille cet été. Peut-être Séverine, pour aller au bout de ce webinaire et aller vers un mot de la fin, peut-être récapituler un peu ces cinq clés qu'on a abordées aujourd'hui. Oui. Pour moi, je dirais que le mot de la fin, c'est que ces 5 clés ont finalement un point commun. Elles permettent toutes ces petits encarts, ils permettent tous de fluidifier une organisation interne, tout en améliorant l'expérience vécue par le candidat. Et en fait, on voit bien que ce fil rouge sur ces 5 clés, c'est important en interne, c'est important pour toute la suite du recrutement, du onboarding, pour que vraiment le candidat, justement par rapport aux chiffres qu'on a annoncés pendant le webinaire, ne se sente pas frustré et finalement ne parte pas d'un poste pour de mauvaises raisons. Alors que s'il a été recruté, c'est qu'il a les bonnes raisons d'être là. Donc tout ça fait que, pour moi, voilà, c'est uniquement ce fil rouge, ces 5 clés qu'on espère que vous avez apprécié au niveau du partage, mais vraiment optimiser le recrutement. Alors on ne dit pas qu'on a la science infuse, mais pour nous en tout cas, et notre accompagnement avec Yanis tout au long de son travail au quotidien et avec d'autres structures, c'est vraiment ce qui en ressort. Pour nous, ces 5 clés-là, en tout cas, fonctionnent. Ça a été des méthodes qui ont été éprouvées. Testez-le, juste. Voilà, mon mot de la fin. Yanis, un mot de la fin pour compléter aussi? Non, c'est ça, effectivement. Moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Ça reste une matière vivante, une matière qui évolue. Donc, nous, on voit les bénéfices à mettre en place des procédures très concrètes pour avoir un appui très cohérent, enfin voilà, quelque chose de concret. Et le fait d'avoir ça, ça ouvre la place aussi à des discussions, justement des nouvelles idées à apporter, à ce que je disais tout à l'heure. Donc, voilà, c'est ça qui est appréciable. Nous, on a vu l'évolution dans notre objectif de professionnaliser le recrutement. Effectivement, avec toutes les statistiques, on n'est pas rentré dans le détail, mais nous, on a des statistiques très fournies et on a vu les résultats très concrets en termes de nombre de candidatures, en termes de gain de temps, parce que tout ça, c'est tracé aussi de notre côté. Donc voilà, on a un objectif qui est honnêtement assez atteint par rapport à ça. Après, comme je disais, ça reste une matière qui évolue, donc il y a toujours beaucoup de choses à faire. Moi, en tout cas, c'est ce que j'apprécie dans ce type de poste. Il y a toujours des nouvelles idées à apporter, il y a toujours quelque chose de nouveau à apporter. Mais voilà, en tout cas, ce serait mon mot de la fin. Effectivement, ça nous a bien aidé. Ça nous a permis de faire ce webinaire aujourd'hui concrètement et donc d'avoir toutes ces procédures justement qu'on peut voir et qui apportent une vraie plus-value aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on apprécie de notre côté. Merci. On l'apprécie tout autant. Merci Yanis d'avoir partagé ce retour d'expérience hyper riche, c'est intéressant. Je trouve que c'est toujours plus parlant pour les personnes qui nous écoutent d'avoir un exemple concret. Donc, j'espère que vous aussi, ça vous aura parlé, vous qui êtes en train de nous écouter. Je vous ai mis dans l'onglet Handouts le support de présentation pour les personnes qui veulent récupérer le support, si vous en avez envie. Moi, je vous retrouve très vite puisque je vous retrouve dès ce jeudi d'ailleurs.
d'ailleurs. J'allais dire jeudi prochain, mais c'est jeudi Ah qui non, c'est arrive. celui-là. Voilà, je sais pas pourquoi je suis partie aussi loin dans le futur. Mais on change complètement d'univers parce qu'on va quitter le recrutement pour aller vers la gestion des temps, pour parler, voilà, exploitation des outils pour la gestion du temps d'activité en entreprise. Voilà, un sujet plutôt RH pur, mais bon, qui fait lien aussi avec le recrutement, hein, parce qu'une fois qu'on a Oui, recruté, ben voilà, faut il y a gérer. le Hein. lien. C'est ça. Il y a un Il y a lien la quand gestion même. Hein. après, ouais. Voilà, on reste dans C'est le ça. monde merveilleux des RH en tout cas. Donc voilà, rejoignez-nous si le sujet vous intéresse. En tout cas, merci Séverine, merci Yanis. Moi, j'ai passé un très bon moment à vos côtés. Et puis, je vous dis à bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Merci. C'était Merci. partagé. Merci beaucoup et merci à l'audience également de nous avoir écoutés. Et merci Yanis. Oui, merci. Ouais, merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde. À bientôt tout le À monde. Au revoir. bientôt. À bientôt. Au revoir.